Mesdames et messieurs, bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue au CUM et nous souhaitons la bienvenue à nos deux éminents invités, Franck Ferrand et Pierre-Louis Lancel. Nous sommes absolument ravis de les retrouver. Ils sont déjà venus au CUM nous éclairer sur l'histoire avec toujours le même talent, toujours la même passion. Et c'est un véritable bonheur que de les avoir avec nous aujourd'hui. Au nom de Christian Estrosi, le maire de Nice, je vous souhaite une très belle conférence qui aujourd'hui va être consacrée donc à nos rois de France, et vous pourrez aussi vous faire dédicacer le livre absolument somptueux dont il sera question aujourd'hui dans cette conférence, dédié à la royauté, dédié à notre histoire, à notre patrimoine, avec une très belle iconographie et évidemment des textes toujours passionnants de nos deux invités. Voilà, bonne conférence. Merci beaucoup d'être venus si nombreux dans cette salle que j'ai à la fois plaisir à retrouver et un certain pincement au cœur aussi, puisque non pas la dernière fois, mais la fois d'avant, c'est Denis Tillinac qui se trouvait assis ici à la place de Pierre-Louis Lancel. Vous pouvez l'applaudir, oui, je pense que c'est une bonne idée. Certains d'entre vous qui sont peut-être des lecteurs de la presse hebdomadaire savent que j'ai eu le grand honneur de succéder à Denis Tillinac, mais on ne succède pas à Denis, on essaie tout simplement d'inscrire ses pas dans les siens autant que possible et aussi bien que faire se peut. Je suis doublement heureux parce que c'est Karine qui nous a présentés et c'est un accueil très amical, et parce que à côté de moi vous avez mon principal collaborateur depuis maintenant 8 ans, je crois, 7 ou 8 ans, même, oui, 7 ou 8 ans. C'est comme ça, oui. Pierre-Louis a écrit un nombre incalculable d'émissions pour la radio, pour Europe 1 d'abord, aujourd'hui pour Radio Classique. Lorsque vous m'entendez raconter l'histoire, très souvent c'est lui que vous entendez à travers ma voix, pour tout vous dire. Je suis un peu la marionnette de tous ces marionnettistes, vous savez. Et ils sont assez nombreux. Et j'ai eu la grande joie de le voir prendre son envol, si je puis dire, l'année dernière avec ce livre qu'il est venu vous présenter, qui est une très belle biographie du duc du Maine. Elle était publiée chez Perrin, et c'est également chez Perrin que cette année, nous faisons donc paraître ce livre qui s'appelle « Nos rois de France » et qui est en grande partie, sinon tout à fait tiré, du moins inspiré des émissions que nous avons eu l'occasion de faire sur les rois de France à la radio, sur Radio Classique en l'occurrence, d'où la coédition Perrin-Radio Classique d'ailleurs. Alors, nous nous demandions tout à l'heure, en faisant le chemin depuis Paris, nous nous demandions comment nous allions vous présenter ce livre, et en parlant, simplement en échangeant sur les différents personnages, sur les grands rois qui figurent dans ces pages, nous en avons choisi une quinzaine, nous nous sommes dit qu'il était important de faire une différence entre les rois et les règnes. Très souvent, la réputation des rois n'est pas la réputation des personnes, elle est la réputation des époques dont ils sont l'incarnation, et dont ils ont été, parce que c'était le rôle, parce que c'était la place des rois de France, dont ils ont été la clé de voûte. Je vous donne 2 exemples, et puis nous allons bien sûr développer ça et entrer un peu plus dans le détail, mais je vous donne 2 exemples assez percutants et qui appartiennent l'un comme l'autre au beau XVIe siècle. Regardez le règne de François Ier. François Ier règne à une époque tout à fait extraordinaire, qui est la première Renaissance française. Il est l'ami, dit-on, ça mériterait des développements, mais enfin en tout cas, il est le contemporain proche de Léonard de Vinci, il est le bâtisseur, si l'on peut dire, c'est ainsi qu'on a pris l'habitude de nommer les commanditaires. Il est le bâtisseur du château de Chambord et du château de Fontainebleau. Il est le père des lettres. Il est l'homme le roi par lequel le français est devenu, dans tous les actes officiels, la langue du pays. Il est le fondateur du Collège de France, et j'en passe, et j'en passe. Et donc, il a une extraordinaire réputation, le grand roi François Ier, celui qu'on aime, celui qu'on apprécie, etc. C'est le règne qui est grand. C'est l'époque qui est appréciable. Est-ce que François, lui, comme homme politique, car un roi est aussi un homme politique, nous aurons l'occasion de développer ça tout à l'heure, est-ce que le roi François mérite cette réputation louangeuse, ces applaudissements et cette gloire qui a traversé les siècles? Je suis convaincu que non.
J'ai écrit un livre entier pour montrer que François Ier était un mauvais roi, qu'il avait tout raté dans tous les domaines, sur un plan familial, sur un plan personnel, sur un plan politique, sur un plan religieux, sur un plan militaire. Les 5 ou 6 grandes actions qu'il a pu accomplir dans chacun de ces domaines sont des calamités. Il n'empêche, on continue de présenter François Ier comme le grand roi, parce que c'est un grand règne. Tout à fait à l'opposé, prenez Henri III. Henri III qu'on ose à peine présenter, qui souvent est présenté comme un peu le parent pauvre des rois de France, comme le mauvais roi d'une mauvaise époque, comme un personnage instable, totalement imprésentable, qui n'aurait pas su tenir son royaume, qui aurait été en quelque sorte le souverain frivole d'une époque décadente. La vérité est tout autre. Bien sûr que l'époque est décadente, et bien sûr que la cour d'Henri III a été le reflet de cette période extrêmement troublée qui marque l'apogée des guerres de religion. Bien sûr que les massacres, les assassinats, les trahisons sans nombre de cette époque, bien sûr que le basculement du pays, du fait, vous savez, du changement de dynastie et du passage du dernier des Valois catholiques au premier des Bourbons qui, avant sa conversion, était protestant, bien sûr que l'héritage extrêmement lourd, non seulement de François Ier et d'Henri II, mais, disons-le, de la mère d'Henri, c'est-à-dire de Catherine de Médicis, dont les 2 règnes précédents, parce qu'elle était la véritable souveraine des règnes de François II et de Charles IX, n'ont pas été brillants. Bien sûr que tout ça nous a laissé un goût amer, un goût de cendre. Mais le personnage d'Henri s'est manifesté par une intelligence, par une pertinence, par une incroyable persévérance dans les décisions qu'il prend. Ça a été un excellent mari. Ça a été le meilleur frère et fils possible. Ça a été, sur un plan diplomatique, un des premiers grands fondateurs de la diplomatie française. Et n'oubliez pas que c'est à lui qu'on doit tout le protocole, tout le cérémonial qu'on appelle l'étiquette de la cour de France et qu'il avait en grande partie rapporté de Pologne et aussi un peu de Venise par où il était passé en rentrant de Pologne. Et puis surtout, d'abord et avant tout, c'est à lui qu'on doit la transmission légale et légitime de la couronne à ce cousin qu'a priori rien ne prédisposait un jour à la porter. Et néanmoins, il la lui a remise sur son lit de mort, il a fait défiler devant lui tous ses fidèles, à commencer par des gens difficiles comme le duc d'Épernon, et il leur a fait promettre qu'il serait fidèle à Henri IV. Henri, comme personne, a été le grand roi d'un petit règne. Il ne faut donc pas confondre les deux, et vous devez vous dire, mais ce n'est pas la peine qu'il vienne avec Pierre-Louis Lancel s'il est seul à parler dans cette enceinte. Mais non, rassurez-vous, non seulement je vais lui céder la parole, mais je le fais avec d'autant plus d'intérêt que le personnage dont il va nous parler est exactement l'exemple du grand roi d'un petit règne, ou d'un règne difficile en tout cas. Voilà, d'un règne difficile. Je voudrais vous parler, là on était donc au XVIe siècle avec François Ier et Henri III. Si vous voulez, on va revenir un petit peu en arrière et je vais vous parler du premier roi dont on parle dans ce livre, auquel on consacre un véritable portrait. Et il s'agit de Louis VII. Alors Louis VII, dit comme ça ne dit pas grand-chose à grand monde et c'est tout à fait normal. Parce que Louis VII est un roi un petit peu effacé. Son père, c'est Louis VI le Gros, qui est un peu le symbole du roi chevalier, courageux, du roi médiéval tel qu'on peut l'imaginer. Et son fils, c'est Philippe Auguste, qui est sans doute l'un des plus grands rois de France. Donc au milieu de tout ça, Louis VII, il est un petit peu effacé. Alors nous sommes en plein XIIe siècle. Et si vous voulez, pour vous parler du règne de Louis VII, je vais commencer par parler de quelqu'un d'autre. Je vais commencer par parler de son frère. Son frère s'appelle Philippe. C'est un jeune et fringant héritier de la couronne de France. Il est même déjà sacré roi, parce qu'à l'époque, on sacrait du vivant du roi régnant. Et ce Philippe, il est donc tout à fait fringant. On le voit arriver dans un faubourg parisien avec avec quelques camarades. Il est à cheval. Tout ce beau monde, on peut imaginer, parce qu'évidemment, on n'a pas tous les détails de la scène, mais il faut imaginer ce que peut être une rue d'un faubourg
au début du XIIe siècle. Il faut imaginer la boue, il faut imaginer la saleté, il faut imaginer tous les gens qui parlent un peu partout, etc. Et là, on a ces quelques chevaux qui entrent dans ce faubourg. Et bien sûr, ce prince Philippe, ce roi Philippe, je devrais dire, qui entre et qui a sans doute une certaine magnificence. Sauf que soudain, l'impensable survient. Un porc divague et un porc traverse cette rue boueuse. Le porc fait tellement peur... C'est un vrai porc, un animal ou un... Un vrai porc. Et Pardon. tu m'as déstabilisé. Donc le porc fait peur à cet animal à tel point que le cheval se cabre, que le cheval s'effondre, et il s'effondre sur le pauvre Philippe qui ne va pas y survivre. Et donc on a cet enfant, parce qu'il avait à peine 14-15 ans, donc c'était quand même un prince encore très jeune, qui était une promesse pour l'avenir et qui disparaît. Et dès lors, vers qui se tourne-t-on? On se tourne vers son petit frère, qui s'appelle Louis et qui va devenir Louis VII. Or, Louis VII, a priori, il n'était pas tellement fait pour devenir roi. Il faisait des études probablement pour entrer dans une carrière ecclésiastique, et son caractère allait sans doute beaucoup plus vers la piété, vers la raison, plutôt que la chevalerie et les combats, etc. Mais c'est comme ça. Dans l'opinion de l'époque, Dieu a choisi, la Providence a donné un roi à la France, il est sacré très très vite du vivant de son père, et il va falloir qu'il se forme pendant quelques années. Qu'il se forme avec une menace très importante, c'est que Louis VI le Gros est en très mauvaise santé, et on sait qu'il peut mourir d'un moment à l'autre. Donc il faut être rapide et préparer ce jeune roi. Donc on lui donne, au bout de quelques années, une épouse, évidemment, et là, on ne va pas chercher n'importe qui, on va chercher l'une des personnalités les plus extraordinaires de l'histoire du Moyen-Âge et même de l'histoire de France, ou d'Europe, on peut dire, qui s'appelle Aliénor d'Aquitaine. Aliénor d'Aquitaine est héritière de très importantes terres à l'ouest de la France, dont l'Aquitaine telle qu'on l'entend aujourd'hui, mais de plus grands territoires encore. Et ce mariage a lieu en 1137 à Bordeaux. Sauf que sur le chemin du retour, les deux jeunes mariés apprennent une nouvelle terrible, Louis VI est mort. Ils l'apprennent quand ils arrivent à Poitiers, d'ailleurs. Quand ils arrivent à Poitiers. Et donc, Louis VII se retrouve comme ça à la tête de la France. Était-il si préparé que ça? C'est difficile à dire. Il a à peine une quinzaine d'années, il est très jeune, et pourtant il doit affronter porter une charge extrêmement lourde. Et il s'investit. Ça, c'est quelqu'un de très propre. C'est quelqu'un qui va chercher à être le meilleur roi possible. Et donc, il essaye de défendre, on pourrait dire aujourd'hui, ses dossiers, avec un léger anachronisme. Il défend ses dossiers auprès du pape. Donc, lui qui est si pieux s'oppose au pape. Il s'oppose à ses vassaux. Et on va aller vers une guerre, notamment. Je saute beaucoup d'étapes pour aller un petit peu vite. On va se trouver dans une guerre contre Thibaut de Champagne. Thibaut de Champagne qui est un très grand vassal du roi de France, très puissant. Et pendant cette guerre, qui est remportée par Louis VII, il y a des scènes de guerre absolument terribles, et notamment un incendie dans une petite bourgade de Champagne qui s'appelle Vitry-en-Perthois. Et là, le roi voit au loin une église qui est remplie, dit-on, de 1300 personnes, hommes, femmes, enfants, vieillards. Et cette église pleine est incendiée. Et pour le roi, en tout cas un chroniqueur nous le dit, c'est un traumatisme. C'est-à-dire qu'il réalise ce que son autorité peut produire. Et on l'a dit, il est très très chrétien. Pour lui, c'est très compliqué à vivre. Alors, des auteurs plus récents ont bien dit que ça ne l'empêche pas de continuer la guerre et de continuer quelques atrocités. Évidemment, il reste roi de France. Mais il semble que ça ait travaillé dans son esprit et qu'il ait eu l'envie d'être un roi plus chrétien, d'être un roi très chrétien, finalement, pourrait-on dire. Et c'est quelques années plus tard, on apprend en Europe occidentale que la ville d'Édesse, qui avait été prise par les croisés quelques décennies plus tôt, que la ville d'Édesse vient de chuter. Autrement dit, les États latins d'Orient sont en danger. Et là, notre ami Louis VII
décide de partir en croisade. Ah, pour dire vrai, il en avait déjà l'idée, mais là, ça le décide plus que jamais, et c'est le premier roi à, comme ça, partir en croisade vers l'Orient. Donc il emmène bien sûr Aliénor avec lui, sauf que cette croisade se passe très 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 mal. Déjà, elle n'obtient à peu près aucun résultat, et on a un problème intime pour le roi qui est très attaché à Aliénor d'Aquitaine, c'est que là, de grosses dissensions apparaissent entre les deux, à tel point qu'on soupçonne même Aliénor d'infidélité, ce qui pour l'époque est absolument terrible, puisque c'est la lignée royale qui est en jeu. Or, Aliénor a été accueilli par son oncle Raymond de Poitiers en Orient, et il semble que les deux aient eu des conversations assez longues et intéressantes. On ne sait pas jusqu'où sont allées ces conversations, mais ça, on ne le saura jamais. C'est ta façon très pudique de dire les choses, mais on dit qu'il y a eu une liaison entre l'oncle et la nièce, en l'occurrence. Voilà, en termes plus concrets. Voilà, certes que c'est une question assez discutée. Il n'empêche, quand Louis VII et Aliénor rentrent de croisade, la tension est extrême entre eux. Le pape va essayer de les réconcilier, ça ne va pas marcher, et finalement, les deux vont trouver un prétexte pour se séparer. Louis VII va répudier, ou du moins annuler son union avec Aliénor, sous un prétexte de cousinage. Enfin, bref, un prétexte est trouvé et un prétexte est accepté par les autorités ecclésiastiques. Et Aliénor s'en va. Aliénor quitte la cour de France, et que va-t-elle faire? Alors, on sait qu'elle aime s'amuser, qu'elle aime la culture, qu'elle aime... Est-ce qu'elle va aller retourner dans ses états et passer sa vie dignement à écouter ses troubadours? Peut-être. Est-ce qu'elle va aller dans un couvent, comme ça arrivait souvent pour les femmes répudiées ou dont le mariage avait été annulé? Pas du tout. À peine quelques jours après l'annulation de son mariage, elle se marie avec un certain Henri Plantagenet. Et qu'arrive-t-il 2 ans après, en 1154, Henri Plantagenet devient roi d'Angleterre. Autrement dit, les immenses fiefs qu'Aliénor avait apportés avec elle passent à la puissance anglaise, à cette dynastie Plantagenet qui possède en gros tout l'ouest de la France, plus l'Angleterre. Or, à cette époque-là, Louis VII, lui, peut compter vraiment sur son domaine royal qui est en fait assez petit. Si vous voulez, c'est une grosse île de France, et sur quelques territoires annexes, et sur ses vassaux, bien sûr. Mais compter sur ses vassaux, c'est toujours très très compliqué. Et c'est comme ça qu'on va aller sur des décennies de lutte entre Louis VII d'une part et Henri II Plantagenet d'autre part. Et là où Louis VII, c'est un roi qui mériterait un petit peu d'être... Souvent, il a été qualifié de moine sur le trône. C'est pas quelqu'un de très chevaleresque. En face, il a Henri II Plantagenet qui est tout le contraire. C'est quelqu'un d'extrêmement rusé, d'extrêmement batailleur, qui a toujours une idée derrière la tête, qui tente des combinaisons invraisemblables, etc. Et on pourrait penser que Louis VII ne s'en sortirait pas. D'autant plus que Louis VII, il a un problème, c'est que Aliénor, depuis qu'elle est partie avec Henri II, elle n'arrête pas d'avoir des enfants, et notamment des fils, alors qu'elle n'avait donné que 2 filles à Louis VII. Et ça, c'est un vrai problème parce que Louis VII, lui, n'arrive pas à avoir de fils. Je vous ai dit que l'annulation du mariage avait eu lieu en 1154. Le premier fils de Louis VII naît en 1165. Donc c'est extrêmement tard dans le règne. Il est déjà assez mûr. Et c'est sa 3e épouse qui le lui donne. Mais pourtant, Louis VII tient la barre, on pourrait dire, avec ses principes, je vous ai dit qu'il avait eu des problèmes avec la papauté quand il était jeune. Depuis l'affaire de Vitry-en-Perthois, depuis sa croisade, il est devenu vraiment l'ami de l'Église. Et on pourrait penser que c'est une mauvaise stratégie, parce que céder trop souvent à l'Église, c'est souvent un mauvais calcul. Eh bien, en fait, avec sa probité, avec ses qualités morales, Louis VII va tout à fait répondre à un Henri II beaucoup plus percutant, beaucoup plus conquérant. Finalement, Henri II, bien sûr, remporte un certain nombre de succès, mais Louis VII ne recule jamais de manière trop grave. Il tient le coup alors qu'il devrait perdre. Et en face, chez Henri II, interviennent les revers de ses qualités. Je vous ai dit qu'il avait de grands territoires, c'est vrai, mais avoir de grands territoires, c'est très difficile à tenir. Je vous ai dit qu'il avait de nombreux fils, ils atteignent bientôt
l'âge de l'indocilité, tous ses fils, et ses fils vont se retourner contre lui. Et enfin, je vous en ai pas parlé, mais je vous ai parlé d'un roi chevaleresque, il était beau, il était roux, il était tout ce que vous voulez. Il avait beaucoup de succès féminins. Et bien là encore, ça finit par se retourner contre lui, parce que Aliénor d'Aquitaine finit par se lasser d'être insultée, et elle quitte la cour d'Angleterre pour s'installer plutôt sur ses territoires continentaux. Autrement dit, Henri II va avoir beaucoup de mal à la fin de son règne à tenir ses fiefs. Il va être opposé, y compris à ses fils et à sa femme, là où Louis VII, finalement, sa constance va payer et il va pouvoir un petit peu jouer les arbitres dans tout ça. Il n'en profitera jamais beaucoup, sans doute pas assez. Je ne suis pas en train de vous dire que Louis VII est un roi parfait, mais en tout cas, quand en 1177, donc à la fin de son règne, on arrive à un équilibre entre Plantagenet et à une paix d'équilibre entre Plantagenet et Capétien, finalement, on peut dire, pour reprendre les mots de la fable, que le roseau a plié, mais il n'a pas rompu. Il n'a jamais rompu. Et le royaume que donne Louis VII à son fils, qui va devenir Philippe Auguste, est un royaume solidifié. Ça, on peut vraiment le dire. Et pour finir, je voudrais terminer sur une scène un petit peu plus intime peut-être et un petit peu dure, quoiqu'elle soit très très politique cette scène. C'est en 1179, donc juste l'année qui précède la mort de Louis VII. Il a son fils, Philippe donc, qui n'a que 13 ans, et qui l'emmène se faire sacrer à Reims. Sur le chemin, on s'arrête à Compiègne, et le jeune Philippe, adolescent plein d'énergie, désire partir à la chasse. Très bien, il part à la chasse, il s'éloigne dans la forêt avec un certain nombre de compagnons, et là, il voit un magnifique sanglier qu'il suit un petit peu partout dans la forêt, et il se perd. Il se perd, et les gens qui étaient censés l'accompagner ne le trouvent plus. Immense panique, et la panique est d'autant plus justifiée que Philippe Auguste a une espèce de crise de panique dont les chroniqueurs nous parlent en des termes assez, un peu comme moi j'ai parlé tout à l'heure de l'aventure d'Aliénor, c'est-à-dire, c'est pas très très clair, mais ce qu'on comprend, c'est que le jeune Philippe a un vrai problème qu'on pourrait qualifier sans doute de psychiatrique dans cette forêt. Il se passe une énorme crise. Finalement, on va le retrouver, tout va bien se finir, mais il reste malade. Et là, Louis VII décide de partir en pèlerinage pour tenter de sauver son fils qui est toujours malade, qui est toujours alité, qui n'est pas bien du tout, et qui est tout l'avenir de sa dynastie. Donc il part en Angleterre, il retrouve là Henri II avec qui il s'est réconcilié, ensemble ils font leur petit pèlerinage, et au retour... Henri II qui a des choses à se faire pardonner, lui. Oui, qui a pas mal de choses à se faire pardonner. Et Louis VII, au retour, à l'étape de Saint-Denis, avant de retrouver la cour de France, a ce qu'on appellerait, nous aujourd'hui, un AVC. Et pendant un an, la dernière année de son règne est terrible, parce que pendant un an, il n'est, selon l'expression d'Yves Sassier, qui est un de ses récents biographes, il n'est plus que spectateur de son règne. Je ne sais pas si vous avez lu Thérèse Raquin de Zola, mais on a un peu la même scène dans Thérèse Raquin avec un personnage comme ça qui ne peut qu'assister aux choses et qui ne peut pas intervenir sur le déroulement des choses. Et finalement, le règne de Philippe, qui lui s'est remis, va commencer pendant que son père est encore vivant. Et enfin, Louis VII finit par mourir, mais on peut considérer que le règne de Philippe Auguste, qui va être une grande réussite, doit énormément à son père, qui pourtant va être constamment moqué, et qu'on oubliera même presque complètement derrière la figure si magnifique d'Aliénor d'Aquitaine. On avait connu ça d'une certaine manière avec Charlemagne, qui, c'est vrai, a été un très grand souverain, mais qui devait quasiment tout à Pépin le Bref. Et lorsqu'on regarde les grands bénéfices du règne de Charlemagne, on se rend compte que presque tout avait été préparé et annoncé par Pépin le Bref. Je lis tes propos, puisque le chapitre sur Louis VII est de Pierre-Louis. Dans ce livre, nous sommes répartis tous ces rois. Nous en avons décrit 4 chacun. 5 chacun. 5 chacun, pardon. Au-delà de tous les écueils, l'action de Louis VII doit sans doute être regardée au moins avec indulgence, écris-tu. Bon, oui, ça, j'en ai beaucoup, moi, de l'indulgence. Le temps passant, il ne lâche pas les rênes du royaume. Sa mesure et sa probité ne sont pas sans avantage. Et plus loin, à l'heure où les peines de l'âge se font sentir,
Le souverain n'a pas à rougir de l'héritage qu'il prépare pour son fils unique, dans cette France qui connaît de profondes mutations diplomatiques et politiques, culturelles aussi. Le règne est marqué entre autres par la transition inégale selon les lieux de l'art roman à l'art gothique et par l'empreinte de grandes figures intellectuelles telles que Gilbert de la Porrée ou Jean de Salisbury. L'exercice du pouvoir a solidifié la position du souverain, y compris largement hors du strict domaine royal. Il y a chez ce personnage de Louis VII, d'abord et avant tout, une haute conscience de ses devoirs de chrétien, de son état de souverain, à une époque, rappelons-le, puisque c'est important de bien avoir à l'esprit qu'on est quand même au XIIe siècle, à une époque où n'existe pas l'État tel que nous le concevons, à l'époque où être roi de France, c'est n'être en quelque sorte que le principal des vassaux d'un certain nombre de grands territoires, avec un domaine en propre qui est extrêmement réduit d'une certaine manière. Oui, et des moyens très limités. Très limités. Pas d'armée constituée, par exemple. Oui. Il faut réunir l'ost quand on va se battre. C'est-à-dire qu'il faut demander à tous les vassaux de bien vouloir vous prêter des hommes. Enfin, vous voyez, on est dans une France qui n'est pas encore tout à fait la France avec Louis VII, qui est en train de le devenir néanmoins avec lui. Alors là, nous étions au XIIe siècle. Si nous faisons un saut de 6 siècles pour arriver au XVIIIe, le grand souverain du XVIIIe et dont j'aurais aimé vous parler, parce qu'il est lui aussi victime de la réputation de son règne, un peu à la manière de Louis VII d'une certaine façon. C'est celui dont on a beaucoup tendance à parler en ce moment, et qui est le roi Louis XV. Louis XV, auquel le château de Versailles, vous savez, est en train de consacrer une exposition incroyable. Il faut aller voir cette exposition qui s'appelle Louis XV, Passion d'un roi, où ont été réunis dans les salles d'Afrique du château de Versailles un certain nombre des plus grands trésors d'un règne qui en a été prodigue, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, Louis VII était le fils d'un roi extrêmement autoritaire et le frère d'un prince qui aurait dû régner si ce cochon ne s'était pas mis dans sa route. Eh bien, Louis XV, lui, est le fils d'un prince extraordinairement populaire et sur lequel on fonde d'immenses espoirs. Il s'agit du premier petit-fils de Louis XIV, ce duc de Bourgogne, auquel Fénelon a dispensé son enseignement. Et il est non seulement le fils du duc de Bourgogne, mais par définition également le fils de la duchesse de Bourgogne, Marie-Adélaïde de Savoie, personnalité coruscante qui avait bouleversé la cour de Louis XIV à son crépuscule. Oui, elle faisait même rire Madame de Maintenon, ce qui était un exploit. On a pu citer Madame de Maintenon, tout est bon. C'est bon, c'est bon. Tout va bien. On peut continuer. Il faut vous dire que Pierre-Louis, là ça va le faire rougir, il a une passion pour Madame de Maintenon. Donc il l'a citée. C'est bon, je suis content. Tout va bien. Et c'est vrai que Madame de Maintenon va faire sauter sur ses genoux, si je puis dire, cette petite princesse. Si vous permettez, je vais me lever. On pourrait presque se lever et se mettre devant la table. On sera mieux d'ailleurs, on sera mieux pour vous parler qu'être assis, coincé derrière cette table. Je pense que ce sera beaucoup mieux. Ce duc et cette duchesse de Bourgogne sont des personnages tout à fait extraordinaires au début du règne de Louis XIV. Et ils vont réunir autour d'eux ce qui s'annonce comme la future cour. Or, n'oubliez pas que la France à l'époque est en guerre, c'est une guerre terrible, cette interminable guerre de succession d'Espagne, parce que Louis XIV a accepté pour son deuxième petit-fils, le petit frère du duc de Bourgogne, qui s'appelle Anjou, duc d'Anjou, il a accepté la couronne d'Espagne. Et donc, on peut imaginer que le duc de Bourgogne sera le digne successeur de son grand-père qui essaie à toute force d'accomplir la paix avant de mourir. Et puis voilà que, en 1711, le grand-père de Louis XV, donc le père du duc de Bourgogne, vient à mourir, le grand dauphin. Et l'année suivante, au début de l'année, non seulement le duc de Bourgogne, mais son épouse, la duchesse de Bourgogne, vont partir à quelques jours d'intervalle. Donc c'est un double deuil royal absolument épouvantable. On a
un grand-père, un arrière-grand-père, Louis XIV, qui, il y a quelques mois encore, se faisait portraiturer par l'Argilière avec son fils, le grand dauphin, son petit-fils, le duc de Bourgogne, son arrière-petit-fils, le duc de Bretagne, et voilà que, en l'espace de quelques mois, donc, le grand dauphin meurt, le duc de Bourgogne meurt, et le duc de Bretagne dont on parle meurt. Il ne reste un petit enfant qui est le troisième enfant du duc et de la duchesse de Bourgogne, qui est ce petit Bretagne II, si je puis dire, qui est donc un enfant encore au berceau, hein, que l'on va confier à sa gouvernante, qui va en quelque sorte le sauver des griffes des médecins, parce que si Madame de Ventadour n'avait pas empêcher les médecins de s'emparer du petit prince, il est probable qu'il aurait subi les mêmes saignées que les autres et qu'il aurait lui aussi passé de vie à trépas. Elle l'a sauvé. Cet enfant, il est né en 1710, c'est-à-dire qu'il va connaître son enfance pendant la période la plus sombre de la fin de cet interminable règne de Louis XIV, puisque Louis XIV meurt seulement en 1715. Et quand Louis XIV est sur son lit de mort, vous savez que Louis XIV a organisé d'une certaine façon sa mort. C'était une espèce de grande mise en scène, c'était assez extraordinaire d'ailleurs la mort de Louis XIV, que Louis XIV a voulu et lui-même organiser sa propre mort. Et il fait venir, bien sûr, sa famille, il fait venir les grands officiers de la couronne, il fait venir un certain nombre de proches. Bien sûr, Madame de Maintenon est à son chevet. Et puis, il demande qu'on lui amène son successeur. Il demande qu'on lui amène ce petit prince qui n'est pas encore tout à fait Louis XV. Il est né en février 1710, on est en septembre 1715, il a à peine plus de 5 ans, ce petit prince qui arrive, qui s'approche très intimidé de la couche où son arrière-grand-père est en train de mourir. Et vous savez que Louis XIV lui fait une sorte de testament. Ne m'imitez point dans le goût que j'ai eu pour les bâtiments, ni dans celui que j'ai eu pour les guerres, etc. Vous devez en tout entier à vos peuples, et vous devez les soulager le plus qu'il vous sera possible, etc. On connaît évidemment cette espèce de testament oral de Louis XIV. Je ne parle pas du testament écrit, ça, Pierre-Louis aura peut-être des choses à vous apprendre à ce sujet tout à l'heure. Bon, en tout cas, l'enfant devient roi à 5 ans. Vous allez me dire, ce n'est pas la première fois, puisque Louis XIV lui-même, en 1643, était devenu roi à 5 ans. Il est sous la coupe de sa gouvernante, la duchesse de Ventadour, et évidemment sous celle du duc de Villeroy, qui se trouve être son gouverneur, qui est une espèce de personnage complètement infatué de lui-même, très peu plaisant au demeurant, qui va essayer de dispenser à ce petit garçon l'éducation qu'il peut. Heureusement, il y aura un précepteur extraordinaire en la personne de l'abbé de Fréjus, hein, ça ne nous ramène pas très loin, pas trop loin d'ici, ce monsieur de Fleury qui un jour sera cardinal de Fleury et qui, après avoir été le précepteur puis le conseiller du jeune Louis XV, succédera au duc de Bourbon comme Premier ministre et sera pendant très longtemps, jusqu'en 1744, le Premier ministre de Louis XV. Mais l'enfance de ce pauvre roi est très solitaire. À la mort de son arrière-grand-père, on l'a envoyé au château de Vincennes pour, disait-on, qu'il soit au bon air, loin des miasmes versaillais. Et puis, on l'a ramené à Paris, aux Tuileries. Il passait beaucoup de temps, en vérité, de l'autre côté de la rue, chez son oncle à la mode de Bretagne, qui est devenu entre-temps régent de France, le duc d'Orléans, qui va lui dispenser d'ailleurs une assez bonne éducation politique, il faut bien le dire, avant Fleury, et peut-être plus fortement que lui. Et puis, en 1723, ça ne s'invente pas, au moment même où Louis XV atteint l'âge de la majorité, car les rois de France sont majeurs à 13 ans, voilà que meurt le régent, qui avait déjà cédé la régence 8 mois plus tôt, en 1722. Je me permets de vous rappeler que le sacre de Louis XV a eu lieu en octobre 1722 et que nous venons d'en célébrer le 300e anniversaire, qui est passé un peu inaperçu. Alors il y a la grande expo au château de Versailles, c'est déjà bien, mais on ne peut pas dire que ce 300e anniversaire nous ait beaucoup... non, ça n'a pas encombré beaucoup les médias. Ça n'a pas encombré les médias. Bon, bref. Donc, Louis XV est maintenant roi.
Est-ce qu'il va régner? Il va mettre du temps à se former. On estime que les premières décisions royales de Louis XV ne datent que de son mariage. Il va épouser, vous savez, en 1725, cette petite princesse d'origine polonaise, fille d'un roi déchu de Pologne qui du reste a très peu régné, Stanislas Legiński, et de Catherine Opalinska. Cette princesse, c'est évidemment Marie Legińska. Et cette Marie, la reine Marie, qui a 7 ans de plus que son mari, va lui donner des enfants, beaucoup d'enfants, beaucoup de filles surtout. Madame première, Madame deuxième, Madame troisième, Madame quatrième, Madame cinquième. Eh oui, mais c'est ainsi qu'on les appelle à la cour, hein, Mesdames Élisabeth et Henriette les premières, puis Adélaïde, puis Victoire, puis Sophie, puis Louise, etc. Félicité entre les deux qui, elle, ne vivra pas longtemps. Et puis 2 fils seulement, dont un seul vivra, qui sera le dauphin Louis, ce dauphin très important, parce que dans un principe de primogéniture mâle où seuls les garçons, seuls les hommes peuvent transmettre la couronne, c'est lui qui transmettra la couronne d'abord à son fils Louis XVI, et puis, par-delà la Révolution, aux 2 frères de Louis XVI, qui régneront, Provence sous le nom de Louis XVIII et Artois sous le nom de Charles X. Bon. Louis XV règne-t-il? Il va falloir attendre le début des années 1730 pour qu'on le voie prendre de véritables décisions. Et ce sont généralement des décisions qui ont un lien avec les cours souveraines, comme on dit. Qu'est-ce que c'est que les cours souveraines? Ce sont tous ces parlements qui, dans les pays d'État, comme on les appelle, dans les grandes provinces, si vous préférez, dans les provinces anciennement constitutives de la couronne, administrent la justice. C'est-à-dire qu'ils règlent notamment, ce sont un peu un mélange de cours de cassation et de conseil d'État. Ils gèrent les questions judiciaires en dernier recours. C'est entre parenthèses plus des conseils d'État que des cours de cassation, car les décisions des parlements sont souvent prises sur des cas de droit public, ce qu'on appelle à l'époque les royautés. Bon. Donc, ces cours souveraines, elles ont décidé, depuis la régence de Philippe d'Orléans, qu'elles prendraient le pouvoir, qu'elles relèveraient la tête, qu'elles oublieraient les longues décennies du règne de Louis XIV pendant lesquelles elles n'avaient aucun pouvoir. Et donc, elles vont mener la vie dure à Louis XV. Et tout le règne de Louis XV à l'intérieur, tout le règne de Louis XV, c'est une espèce de guerre entre la monarchie, avec ses conseillers, avec ses ministres, qu'on appelle à l'époque des secrétaires d'État, et ces cours souveraines, ces parlements. Les parlementaires, quand nous aujourd'hui parlementaires, ça nous fait penser à la démocratie, ça nous fait penser au Parlement qui discute, ça nous fait penser à une instance politique. Les parlementaires de l'époque, ils rendent la justice et ils enregistrent les édits royaux pour leur donner force de loi. Tant que les parlementaires n'ont pas enregistré les édits qui sont pris dans les différents conseils du roi, les édits en question n'ont pas force d'application en quelque sorte. Donc c'est très important néanmoins. Ces parlementaires, du fait de leur nom, on pourrait les prendre pour des gens avancés, pour des esprits éclairés. D'autant plus qu'un certain nombre des membres du Parlement vont soutenir le mouvement de l'encyclopédie, vont soutenir les Lumières. D'autres, me direz-vous, sont dans une attitude plus janséniste et plus traditionnelle, pour ne pas dire traditionnaliste. La vérité, c'est que ces parlements, ils défendent leurs intérêts. Ils défendent les intérêts d'une noblesse dans laquelle ils ne sont entrés que par la porte de secours. C'est la noblesse de robe, comme on dit. Regardez de haut à l'époque par la noblesse d'épée. Ils sont à moitié nobles, si je puis dire, ces parlementaires, mais ils entendent bien restaurer tous les privilèges de l'ancienne noblesse. Et la monarchie, elle, veut avancer dans la création d'un État moderne qui puisse tenir la dragée haute aux autres nations de l'Europe. Et ça, c'est le deuxième aspect de cette politique. Que va faire ce roi à l'extérieur? Nous avons une alliance traditionnelle avec la Prusse. Eh bien, le roi de France va essayer de défendre cette alliance pour maintenir le précaré qu'a construit Louis XIV avec l'aide du grand Vauban. Maintenir le précaré, c'est plus facile à dire qu'à faire, néanmoins. Et il va falloir à Louis XV mener un certain nombre de conflits qui, je le précise, sont tous à l'extérieur du royaume. On ne se bat pas sur le territoire de la France. On se bat notamment dans les Flandres. Et on se bat avec une très grande épée qui est celle du plus grand soldat de son temps, le maréchal de Saxe. Ce maréchal de Saxe a mis son épée,
il est comme son nom l'indique, il est allemand d'origine, hein. Il a mis son épée au service du roi de France et il nous fait triompher sur les champs de bataille. Et la grande bataille, évidemment, la grande victoire, c'est celle de Fontenoy. Fontenoy à l'été 1745, lorsque Louis XV rentre de Fontenoy. Déjà l'année précédente, à Metz, il était tombé malade en 1944 et l'on avait vu les Français se précipiter dans toutes les églises en action de grâce pour prier pour la santé de Sa Majesté. Parce que Louis XV était un roi populaire, c'était un roi bien-aimé, c'était un roi miraculé puisqu'il avait réussi à survivre à cette espèce d'hécatombe royale de l'année 1712. C'était un roi qui, étant monté sur le trône dans un âge très tendre, à l'âge de 5 ans, avait l'affection des Français, qui avaient grandi avec lui, si je puis dire. Et donc en 1944, on avait vu à quel point il était le bien-aimé. Mais le bien-aimé, c'est le titre que le Parlement de Paris va lui décerner en 1745, quand il rentre de Fontenoy, et que depuis les balcons des Tuileries, il dispense comme ça les louis d'or à la foule. C'est une période de très grande gloire, et c'est une période où le roi, déjà, dans son intimité, ne vit plus vraiment avec sa femme. Marie Leginska a sa propre cour dans la partie sud, on appelle ça le midi du corps central du château de Versailles, et dans la partie nord du corps central, et surtout sur tous les étages, 2, 3, 4e, 5e étage avec terrasse et fontaine, autour de cette mystérieuse cour des serfs à laquelle n'ont accès aucun des membres de la cour, aucun des courtisans, eh bien, Louis XV mène sa propre vie. Il l'a menée avec les 4 filles du marquis de Nesle. Choisir toutes ses maîtresses dans la même famille, est-ce être fidèle ou inconstant, disaient les mauvais esprits de l'époque. La plus célèbre de toutes, c'est la duchesse de Châteauroux, bien entendu, qu'il va renvoyer comme une malpropre alors qu'il est sur son lit de douleur à Metz, et que le clergé lui demande de renvoyer la favorite. Elle n'y survivra pas, d'ailleurs elle va mourir après son retour à Paris, la duchesse de Châteauroux. Et puis, une fois le roi remis, bon, évidemment, d'un côté il y a Dieu, et il est très pieux, et il est bourré de complexes, et il vit dans une culpabilité terrible, Louis XV, mais en même temps, la jolie Jeanne-Antoinette Poisson, dame Lenormand d'Étiole, a quelques attraits. D'ailleurs, on l'a faite marquise de Pompadour. Pendant l'été de Fontenoy, hein, et c'est le début de sa faveur. Madame de Pompadour va régner littéralement sur la cour de France de 1745, après Fleury donc, hein, jusqu'à sa mort en avril 1764, donc pendant presque 20 ans. Madame de Pompadour, il faut que j'aille vite peut-être, il faut que j'avance là. Madame de Pompadour va régner. Marie Leginska mourra elle-même en 68, et après 68, le roi, libre du péché, va pouvoir enfin s'en donner à cœur joie, si j'ose dire, avec sa grande favorite, Madame du Barry. Et là, il ne trompe plus personne puisqu'il est veuf, n'est-ce pas? Est-ce qu'il est vrai que je succède à Fitzjames, demande-t-il un jour au duc d'Ayen, qui est le premier gentilhomme de la chambre de quartier. Est-ce qu'il est vrai que je succède à Fitzjames dans le cœur de Madame du Barry? Il n'a pas osé dire dans la couche de Madame du Barry. Et Dayen lui répond, oui, comme votre majesté succède au roi Pharamond. Ça vous donne une idée de la fidélité de Madame du Barry elle-même. Bon, alors, pour finir et pour conclure, ce roi Louis XV décrié, parce que c'est lui qui nous a fait perdre toutes nos colonies avec le terrible traité de Paris en 1763, parce que c'est lui qui s'est incliné devant l'Angleterre et qui a laissé l'Angleterre devenir la première puissance du monde, alors que jusqu'à lui, c'était la France qui était la première puissance du monde. Ce roi Louis XV, qui, dit-on, on oublie au passage, qu'il a récupéré la Lorraine, par l'intermédiaire de son beau-père Stanislas d'ailleurs, il a récupéré la Lorraine en 1766, et 3 ans plus tard, il a acheté aux Génois la Corse. Merci au duc de Choiseul. Mais enfin, c'est Louis XV qui nous a récupéré ces 2 très grandes provinces françaises, quand même. Mais je ferme la parenthèse. Donc, Louis XV a perdu les colonies, il a laissé l'Angleterre s'avancer, il n'a pas su empêcher la fortune des fermiers généraux qui se sont enrichis, engraissés sur le dos du peuple et qui ont lancé la Révolution française, en tout cas qui en ont nourri les prémices. Et puis surtout, ce roi Louis XV, par son comportement avec toutes les jeunes filles du parc aux cerfs, avec toutes ses maîtresses, il a montré le mauvais exemple, c'est une espèce de sardanapale, de débauché. Vous savez que
au moment de sa mort, on fait exprès dans les tavernes de festoyer, de chanter et de danser sur le passage du convoi funèbre pour montrer à quel point on méprise ce roi, et ceux qui sortent sur le trottoir pour voir passer le convoi crachent. C'est vous dire qu'il n'est plus du tout le roi bien-aimé. Et c'est certain qu'après la Révolution, on va vouloir faire de Louis XV, bien plus encore que de Louis XVI, l'exemple même de toutes les débauches d'un ancien régime voué aux gémonies. Mais dans la réalité, qui est-il ce roi Louis XV? Il est l'homme qui, extérieurement, je vous l'ai dit, a globalement tenu tête. Il est l'homme de la paix d'Aix-la-Chapelle qui, en 1748, est un modèle de diplomatie, puisque Louis XV a refusé de récupérer ne serait-ce qu'un seul territoire pour maintenir l'équilibre et la paix en Europe. Il est l'homme qui, en 1770, avec d'Aiguillon, avec Maupoux, va accomplir ce que le grand biographe de Louis XV, Michel-Antoine, appelle le coup de majesté, c'est-à-dire cette espèce de coup d'État qui met les parlements à genoux, littéralement. À partir de 1770, il n'y a plus de résistance parlementaire en France. On a littéralement été chercher les parlementaires chez eux à leur domicile pour les assigner à résidence. Et on a créé des parlementaires qui sont des fonctionnaires de l'État et qui vont désormais obéir à la couronne. Louis XV a résolu la vieille question des parlements et il a rétabli la monarchie dans sa plénitude. J'allais dire, ça n'est pas sa faute si 4 ans plus tard, Louis XVI, mal conseillé, sans doute très mal éduqué, Louis XVI, ne sachant à quel saint se vouer, va rappeler les vieux conseillers autrefois renvoyés par Louis XV, le marquis d'Argenson, l'épouvantable duc de Maurepas, tous ces gens-là qui le conseilleront mal et qui vont conduire l'Ancien Régime à sa perte. Mais ça n'est pas le rôle, ça n'est pas Louis XV. Si on devait reprocher 3 choses à Louis XV, je dirais que la première, peut-être, c'est de n'avoir pas pris la mesure de la société qu'il avait autour de lui, et notamment de n'avoir pas compris les Lumières. Et Dieu sait qu'il n'a pas d'excuse, puisque celle qui était devenue depuis 1750 sa principale conseillère, celle qui était l'amie intime, le sorte de Premier ministre de la main gauche, Madame de Pompadour, était, elle, issue de la haute finance parisienne, proche des milieux encyclopédistes et totalement ouverte aux Lumières. Ça, il a manqué ça. Le deuxième grand reproche qu'on pourrait faire à Louis XV, c'est d'avoir été un homme du secret, au sens propre. Vous savez qu'il menait sa propre diplomatie parallèle contre son propre ministre des Affaires étrangères. On appelait ça le secret du roi. Louis XV était un homme de secret qui adorait ce qu'on appelait le cabinet noir, c'est-à-dire ouvrir le courrier des particuliers pour découvrir les histoires intimes des uns et des autres. Louis XV était l'homme du secret, de la retraite, de la privauté, et les petits soupers qu'il organisait et dont il avait fait un instrument de pouvoir se sont retournés contre lui et surtout contre sa réputation, car il a été facile d'imaginer toutes sortes de choses qui n'avaient évidemment pas lieu en réalité, mais que le public pouvait s'imaginer. Et puis le troisième, et j'en finis là avec ça, parce que là c'est vrai que je déborde un peu, le troisième grand sujet, la troisième grande affaire de Louis XV, c'est probablement de n'avoir pas su se faire aimer. Louis XV était digne de ses ancêtres. Louis XV avait une prestance et une majesté qui étaient supérieures, nous dit le prince de Cruy, à celle de Louis XIV. Ça n'est pas rien, ça, tout de même. On n'oubliait jamais que l'on estouait avec le maître, nous dit le prince de Cruy. Bon. Louis XV avait des qualités d'intelligence, de compréhension, d'autorité incontestables. Mais il n'a pas su se faire aimer, car il se croyait au-dessus de cela. Il n'a pas su continuer à entretenir l'amour que le peuple lui vouait au milieu de son règne et au milieu du siècle. Et c'est vrai qu'à force de se mettre à l'écart, de se retirer, de ne vivre que dans les petits pavillons du Butard, des Allouis, de Choisy, de la Muette, tous les petits pavillons où vivait Louis XV, personne jamais ne pouvait savoir où était le roi. Il n'était à Versailles qu'1 jour par semaine, vous imaginez. À force de se mettre comme ça à l'abri d'une certaine façon, et sans doute faut-il y voir un héritage et un tribut à son enfance si difficile, il a fini par se faire détester et presque haïr. Et de ce point de vue-là, on peut dire de Louis XV qu'il n'a pas été à la hauteur, peut-être. Est-ce que ça méritait la très mauvaise réputation qu'on lui a faite? Sûrement pas. Et c'est une réputation qui est encore pire que celle de Louis VII, là, en l'occurrence. Oui,
Louis VII a été effacé, tandis que Louis XV continue d'être régulièrement roulé dans la boue. Il faudrait peut-être évoquer, parce que ce livre, donc, vous nous avez peut-être entendu en parler ce matin avec Guillaume Durand sur Radio Classique, puisque nous étions invités tous les deux chez Guillaume. Ce livre a repris 15 émissions que nous avions faites à la radio, oui, avec Anne-Louise. Voilà, il y a une troisième auteure, Anne-Louise Sautreuil. Anne-Louise Sautreuil, qui vit, elle, au Portugal. C'est la raison pour laquelle elle n'est pas avec nous aujourd'hui. Sinon, elle serait ici. Ça s'appelle le télétravail maintenant, vous savez. Vous avez des collaborateurs que vous n'avez pas vus depuis 2 ans qui vivent au Portugal. Bon. C'est comme ça. Ce livre parle de quelques souverains très célèbres. Moi, je me suis amusé avec mon cher Louis XIV, qui reste quand même la passion de ma vie. Pierre-Louis nous a fait un portrait incroyable, un portrait en relief, on peut dire, d'Henri IV, par exemple. Mais on a aussi des personnages moins connus, comme Louis XII. Peut-être dire quelques mots de Louis XII, peut-être. Oui, Louis XII, donc, qui vit à la charnière des 15e et 16e siècles. Je te vois, on a peut-être eu tort de se lever, parce que je te vois... non, en fait, c'est un peu bas. Ah, d'accord, oui, oui. C'est vrai que je ne suis pas très grand, moi, en fait. Mais je vais me baisser. Tu vas tomber. Non, voilà. Donc Louis XII, c'est un roi qui n'est pas très connu et qui mérite lui aussi de l'être, pour 2 raisons. La première, c'est qu'il nous rappelle que la fonction fait le roi parfois plus que le roi ne fait la fonction. Vous savez, à peu près à chaque règne, quand on s'intéresse à un règne, quel qu'il soit, on voit qu'il y a toujours un cousin insupportable, un frère ingérable, qui rêverait d'être à la place du roi et qui, du coup, fait les 400 coups. Eh bien, Louis XII, avant d'être roi, c'est un petit peu ça. Il est intenable, il n'arrête pas d'intriguer, enfin bref. Et il devient roi, et à ce moment-là, il change. Il change et il essaye véritablement de mener une politique raisonnable, une politique tempérée. Le mot tempéré est vraiment l'adjectif qui convient à sa politique. C'est la monarchie tempérée. C'est la monarchie tempérée d'ailleurs. Et donc c'est d'ailleurs un modèle de monarchie qui va ensuite être un peu effacé, même peut-être complètement même par François Ier. Et finalement, Louis XII a sans doute proposé autre chose. Et c'est pour ça qu'il est très intéressant. C'était d'ailleurs la deuxième raison, donc j'ai fait la transition sans même m'en rendre compte. Merci. D'une certaine façon, on peut dire aussi peut-être de Louis XII qu'il a, parce qu'il est arrivé au pouvoir assez tard, il a bénéficié de tout ce qu'il avait pu apprendre dans la première partie de sa vie. Lui n'est pas monté sur le trône à l'âge de 5 ans, comme Louis XV, ou même à l'âge de 16 ans, comme Louis VII. Oui, il était déjà largement trentenaire. Voilà. Et il a eu peut-être, parce que c'était... Alors bon, il a commis l'erreur de poursuivre les guerres d'Italie de Charles VIII. Hein, voilà, parce que raisonnable à l'intérieur, tempéré à l'intérieur, mais à l'extérieur, poussé par des rêves qui l'ont dépassé, des rêves liés au fait qu'il pensait qu'il était le vrai roi de Naples et le vrai duc de Milan. Évidemment, pendant ce temps, il y avait un duc de Milan qui n'était pas d'accord et un roi de Naples qui n'était pas non plus très d'accord. Mais c'est vrai que c'est bizarre de voir qu'un souverain comme Louis XII, qui quand même règne 2 grandes décennies, qui a joué un rôle essentiel dans la construction de l'État, qui a atteint par cette monarchie tempérée une sorte d'idéal politique. C'est assez étrange de voir qu'on n'en parle jamais. Il était de son vivant surnommé le père du peuple, et il était un roi, c'est ce que les Valois ont produit de mieux peut-être, Louis XII, d'une certaine façon, aussi intelligent quasiment que Louis XI, aussi diplomate que ce Henri III dont je disais quelques mots tout à l'heure. Il avait une grande lucidité aussi. Lucidité envers celle qu'il avait épousée en 2e noces, après avoir répudié son premier mariage, la pauvre Jeanne, qui était la fille de Louis XI, qui était complètement contrefaite, etc. Et finalement, Louis XII, devenu roi, a réépousé la reine veuve, celle qui avait perdu son jeune mari Charles VIII et qui a retrouvé donc un nouveau mari en la personne de Louis XII. Et puis comme Anne de Bretagne elle-même a fini par mourir, eh bien Louis XII a réépousé en 3e noces une princesse anglaise en espérant donner un héritier à la couronne. Et il ne l'a pas donné, cet héritier, puisque
finalement, il a été obligé de transmettre la couronne à son cousin Angoulême, celui dont il disait ce gros garçon gâtera tout, et qui deviendra donc, nous y revenons, le roi François Ier. Il y a un autre souverain dont on ne parle jamais, et puis bon, on ne va pas vous faire toute la galerie de portraits, on vous laissera feuilleter le livre. Puisqu'on parle des Valois, Charles V. Voilà, puisqu'on parle des Valois, Charles V, je pense que ça, Charles V, c'est un personnage assez extraordinaire, dont on ne parle quasiment jamais, parce qu'alors lui, c'est encore un autre cas. Lui, il a été éclipsé par son propre connétable, lui. C'est vrai qu'il a donné des missions militaires extrêmement importantes à une époque où le pays était dans un état effroyable. Pendant sa minorité, enfin pendant qu'il n'était pas encore roi, pendant sa régence, à l'époque où son père Jean le Bon, qui avait été fait prisonnier par les Anglais à la bataille de Poitiers, à l'époque où Jean le Bon est en captivité en Angleterre, le pauvre dauphin Charles a dû subir à Paris une révolution, celle du prévôt des marchands Étienne Marcel. On est donc là en 1357, et puis ensuite il a fallu qu'il mène la guerre aux Anglais, qu'ils essaient de repousser les Anglais hors d'un territoire où ils se considéraient littéralement comme chez eux. Et puis il a fallu lutter contre ce qu'on appelait les bandes, c'est-à-dire tous ces bandits, vous savez, qui étaient d'anciens militaires reconvertis dans toutes les prévarications possibles, et qu'il a mis à la raison. Enfin, et pour tout cela, il a eu un connétable, il a eu une grande épée qui était le breton Bertrand du Guesclin. Et c'est du Guesclin qui a fait le travail. Et c'est du Guesclin qui a recueilli les lauriers et qui a reçu la gloire, si je puis dire. Et parce que du Guesclin a caché Charles V, on ne s'est pas trop soucié de ce souverain, qui est un modèle de rigueur, de droiture, qui est un visionnaire, qui est un homme qui travaille. On dit que le roi est le premier levé du royaume et le dernier couché. On le voit qu'il soit dans son palais de la Cité, dans sa grande tour du Louvre ou dans un de ses manoirs, on le voit s'échiner sur les liasses, comme on appelait ça à l'époque, on dirait les dossiers aujourd'hui, éplucher les liasses pour connaître à fond les différentes affaires dont il a à s'occuper. C'est lui qui va créer au sens actuel l'administration française. Il est d'ailleurs à l'origine de la Bibliothèque nationale avec la grande librairie qu'il avait fondée. C'est lui qui va réformer le trésor. Et finalement, en t'entendant, Charles V, il abandonne le modèle du roi chevalier. Oui, il abandonne le modèle de ses prédécesseurs et il devient un roi qui ressemble plus à ce que deviendront les rois plus tard. Et ça, c'est vraiment une rupture. Tandis que son père, Jean II le Bon, justement, s'est fait capturer sur le champ de bataille, on l'a dit. Mais, par exemple, donc il a été capturé, il est revenu en promettant de payer une rançon et que ses fils resteraient captifs. L'un de ses fils s'échappe, et là, en tant que roi chevalier, il décide de repartir en captivité. Ah, mes enfants n'ont pas... Code d'honneur. Code d'honneur. Ce qui est invraisemblable d'un point de vue de la raison d'État. Les amoureux de petite histoire sauront qu'à côté de ce code d'honneur se cachait aussi une maîtresse qu'il avait laissée en Angleterre. Mais bon, C'est vrai. Il y a toujours la grande et la petite histoire, Qui se mélangent. et nous aimons beaucoup, l'un comme l'autre, mêler les deux, aborder l'une à travers l'autre, si je puis dire, et comprendre que derrière les grandes idées, les grands principes, se cachent souvent des sentiments moins grands, mais tout humains. Car ce que nous devons à ces rois, et c'est peut-être cela la leçon en quelque sorte de cette royauté capétienne, puisque c'est elle dont nous parlons en l'occurrence, ce que nous leur devons, c'est d'incarner leurs époques, c'est d'incarner nos ancêtres dont nous ne connaîtrons jamais le visage, c'est d'être de chair et de sang, c'est d'être à la fois les lieutenants de Dieu sur terre, les dépositaires d'un pouvoir immense, ancestral et même immémorial, c'est d'être l'incarnation d'un État en constitution, d'un royaume, tout en étant des êtres de chair et de sang. Nous n'avons cessé de le montrer. Ils restent humains. Ils apportent à cette histoire, on peut dire, une patte toute humaine. Oui, et chacune de leurs personnalités marque leur règne, et ça c'est assez fascinant de voir comment parfois ce sont même leurs défauts qui font d'eux des grands rois. Et là, juste en 2 secondes rapidement, parce qu'on arrive un peu au terme de notre temps, mais un Philippe Auguste, par exemple, dont je parlais tout à l'heure, qui est donc le vainqueur de Bouvines en 1214, qui est un grand roi,
eh ben, il est aussi un grand roi parce qu'il est imprévisible, parce qu'il est instable psychologiquement, parce qu'il est capable de trahir tout le monde. Et finalement, ces énormes défauts font de lui un grand politique. Oui. Finalement, lorsqu'on étudie ses règnes, on finit par admettre que ce qui compte, ce n'est peut-être pas la morale privée de chacun, c'est le but public de tous. Et ce but, c'est toujours le même. Les rois ont devant eux tout le temps possible, car ils savent qu'après eux, il y aura leurs enfants, leurs petits-enfants. Lorsqu'un roi prend une décision aujourd'hui, il songe à la manière dont son petit-fils ou son arrière-petit-fils aura à en payer les conséquences dans 2 ou 3 générations. Tout cela s'inscrit dans la durée, dans la continuité. Et le grand projet qu'auront partagé la quasi-totalité, peut-être pas la totalité, mais la quasi-totalité des rois de France, et en tout cas tous ceux que nous décrivons dans ces pages, le but, l'objectif, le dessein final, ce dessein, c'est la constitution d'une plus grande et plus noble France. C'est la puissance du royaume, son exemplarité sur un plan religieux et son efficacité sur un plan économique. En résumé, les vies étaient plus courtes, mais les perspectives étaient plus longues. Et ça, c'est une chose très très importante pour l'Ancien Régime et la royauté ancienne. Merci beaucoup.